Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire co-organisé par l'AFPEN et la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et consacré à la question des jeunes ayant dans leur entourage un proche malade ou en situation de handicap ou d'addiction, qu'on va appeler ce soir des jeunes aidants. Vous dire deux mots du cadre et du contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du dispositif La Ville Amour on en parle, qui est un dispositif d'information, de formation et de recherche, abrité donc par la Société savante du mouvement des soins palliatifs, qui s'intéresse à comment parler de la mort à l'enfant et à l'adolescent et comment accompagner les deuils qu'ils traversent. Un dispositif qui est articulé autour d'un portail de ressources, lavilleamour-on-en-parle.fr, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été ouvert il y a maintenant 4 ans et qui propose toute une série de ressources aux professionnels de santé et d'éducation, ainsi qu'aux parents sur ces sujets, toute une série de recommandations bibliographiques, cinématographiques, musicales, de jeux de société, de jeux vidéo, selon le type de situation auquel l'enfant est confronté et son âge, et qui enfin cartographie toutes les initiatives qui existent en milieu scolaire et en dehors, et tous les acteurs ressources qui peuvent aider à ouvrir des espaces d'expression sur ces sujets. Voilà, donc c'est à cette occasion-là que notre compagnonnage avec l'AFPEN a démarré. Je tiens à nouveau à remercier Gaby Kaiser-Weber et Laurent Chazal qui ont notamment été des chevilles ouvrières de cette dynamique. Et ça nous avait conduit à organiser conjointement un premier webinaire il y a maintenant un an et demi sur la question des jeunes orphelins et de leur scolarisation au milieu scolaire. Et donc, suite à cela, on a souhaité vous proposer ce soir un deuxième webinaire que je laisse Gaby vous présenter. Excusez, je voulais tout d'abord excuser notre président Laurent Choisela qui est en partance pour une réunion importante demain matin à Paris. Donc il a d'abord demandé à notre vice-président et ancien président Richard Redondo de faire l'ouverture de ce webinaire, mais Zoom a décidé de nous jouer des mauvais tours ce soir et il est bloqué dans les connexions aussi, donc on m'a demandé de prendre le relais. Voilà, donc je réitère un petit peu ce qui a été dit. C'est toujours un très grand plaisir pour nous de travailler en collaboration avec toute l'équipe de la SFAF. J'ai toujours un peu de mal à dire, hein, je suis désolée. Je remercie Nicolas, Aurélie, Cécile, Morgane et les autres collègues avec qui on a eu l'occasion de travailler au cours de ces différents webinaires. Et le webinaire de ce soir est un webinaire qui est très particulier, je trouve, dans la mesure où de nombreuses institutions commencent à mettre en place des formations sur ces questions et en même temps, elles sont pas simples. Donc, je trouve que c'est vraiment une très, très belle collaboration que nous pouvons faire avec vous. Et en ce qui concerne la FEN, c'est toujours donner un volet important à la clinique. Donc, l'idée était de commencer avec deux vignettes cliniques assez courtes pour présenter un petit peu les questions qui nous traversent dans cette question relative aux enfants aidants. Et ensuite, de donner la parole à nos collègues Aurélie, Cécile et Morgane pour pouvoir nous apporter un petit peu leur analyse, leurs travaux et compléter pour nous ouvrir des pistes. Voilà, donc je remercie aussi Clotilde qui est présente là ce soir, qui restera un petit peu présente pour relever vos questions sur dans le chat et nous en fera part tout à l'heure. Alors voilà, je ne sais pas si Catherine est toujours présente en audio. Oui, oui, je suis là. Donc, désolée de ne pas pouvoir faire fonctionner ma caméra. J'espère que vous m'entendez bien au moins. Voilà, donc je fais juste quelques présentations. Catherine Barthélémy est donc psychologue éducation nationale et elle a répondu à notre appel que nous avons fait pour présenter cette petite vignette qu'elle a croisée au cours de sa pratique professionnelle. À toi la parole, Catherine. Merci. Donc, voilà, je vais vous parler de Clara, une enfant en position d'aidante. Clara, c'est une fillette âgée de 10 ans et demi, scolarisée en CM2. Je l'ai rencontrée donc il y a maintenant quelques années.
Elle n'avait pas fait toute sa scolarité dans la même école. Elle avait changé d'établissement. Bon, ses parents sont séparés. Elle vit avec sa mère et n'a pas vu son père depuis environ l'âge de 3 ans. Son père qui habite en province et qui a refait sa vie. J'en parlerai plus tard. Donc, la mère de Clara est atteinte d'une maladie dégénérative décelée 8 ans auparavant, donc quand Clara était petite, et elle est en cours de traitement. Cette maman, elle a un travail partiel quotidien de quelques heures, tous les midis et parfois aussi le soir. On relève dans la famille maternelle d'autres situations de maladie, donc la mère et le père de madame, père qui est hospitalisé en province. Donc voilà, une situation familiale un peu complexe. Donc j'ai eu au téléphone la première fois madame sur les conseils de l'école. Elle m'a donc exposé brièvement ses inquiétudes au sujet de sa fille. En premier lieu, elle a évoqué des situations antérieures de harcèlement. Donc, entre autres, sa fille porte des lunettes, des filles de sa classe lui adressaient souvent des moqueries. Euh, mais elle constate aussi une baisse des résultats scolaires de sa fille. Et elle enchaîne en parlant de sa maladie et fait le lien avec certains comportements de Clara, qui devient agressive, qui a des difficultés à communiquer avec elle, parfois qui a des petits mensonges. Voilà, donc elle s'inquiète. Elle a rencontré le pédopsychiatre du secteur, du CMPP, qui a vu 3 fois sa fille, mais il n'y a pas eu d'autre suivi enclenché et elle va quand même chez l'orthophoniste et c'est l'enseignante donc qui a conseillé le suivi psychologique. Donc je la rencontre aussi à mon bureau, à l'école, la maman avec Clara. Et là, elle approfondit les choses, hein. Elle constate que sa fille, maintenant, ça va mieux au niveau des situations de harcèlement de l'année dernière, qui avaient été traitées, hein, à l'école, qui avaient été réglées. L'enseignante, elle voit souvent Clara. Elle connaît bien la situation familiale. La maman évoque ensuite son état de fatigue conséquent lié à sa maladie. Et elle me dit qu'elle a maintenant des nouvelles atteintes physiques au dos, donc elle est souvent fatiguée, très fatiguée. Cette maman, elle a un contact agréable, elle n'est pas dans la plainte, hein, elle dit assez simplement les choses. Elle exprime surtout son inquiétude pour Clara. Et Clara, elle, est une fillette souriante, elle s'exprime facilement, elle parle de ses activités. Et elle se plaint de ses difficultés de concentration en classe. Alors, elle est souvent punie, elle est pénalisée, en tout cas, pas punie, mais pénalisée. Elle dit que l'enseignante ne l'aime pas, elle a le sentiment de ne pas être écoutée, le sentiment d'injustice. La maman a déjà eu des rendez-vous avec son enseignante. Voilà, donc je vais accompagner Clara pendant 5 séances parce que voilà, ces entretiens se déroulent en fin d'année en fait, hein, plutôt sur le mois de mai et le mois de juin. Et donc, je vais vous faire une petite synthèse hein, assez rapide de ce que la fillette ressent et de ce que j'ai pu percevoir de sa situation. Donc, elle me parle en premier d'un travail qu'elle a dû faire en classe lié à la généalogie. Et en fait, elle ne connaît pas ni ne voit la famille recomposée de son père. Elle sait qu'elle a des demi-frères et sœurs, dit-elle, mais comme elle ne les voit pas, qu'elle ne connaît pas leurs prénoms, qu'il n'y a aucun contact, en fait, elle a été très gênée pour en parler en classe. Elle a fini par dire qu'elle était fille unique. Par contre, elle va évoquer les cousins, voilà, les cousins qu'elle voit en province pendant les vacances. Elle parle de sa mère, hein, elle en parle assez facilement. Elle se montre très attentive, préoccupée par sa maman, vigilante même, je dirais, en me disant elle est fatiguée, elle veut toujours faire bien, faire des courses pour une personne âgée, l'emmener à l'hôpital. Moi, je lui dis non.
Après, le soir, elle est fatiguée. Voilà, donc Clara, elle s'inquiète pour sa maman, mais il n'y a pas tellement de précision en fait, hein. Voilà, c'est plutôt un ressenti général. Elle va évoquer durant nos entretiens la situation avec ses pairs qui s'améliore, mais c'est quand même récurrent, hein. C'est un sujet récurrent qui assez positif quand elle fait des stages finalement pendant les vacances scolaires. Elle fait des stages de sport ou autre. Et là, elle se sent bien acceptée, mais en classe, c'est parfois un peu difficile. Bon, c'est une fillette qui a beaucoup d'activités de loisirs, hein. Elle peut détailler ses goûts et surtout, oui, elle aime la lecture, les jeux de société et elle me dit qu'elle aimerait avoir un chat. Voilà, bon, elle va faire des dessins pendant les entretiens, pas tellement finalement, mais en tout cas, elle va dessiner une bande dessinée et écrire avec des mots qui reflètent bien le domaine affectif. Et la bande dessinée, en fait, c'est le thème de l'achat d'un animal, d'un lapin. Elle va se représenter avec sa maman. Et ça se conclut, en fait, la bande dessinée se conclut par l'achat de cet animal. Pendant les entretiens, Clara évoque le collège, où elle ira l'année d'après. Elle n'est pas inquiète. Ensuite, elle reviendra sur ses relations avec ses pairs et elle me dit que certaines fillettes ne l'aiment pas, que ses vrais amis sont restés dans son ancienne école et que, bon, cela la rend triste. Mais néanmoins, elle a quand même des projets pour l'année prochaine. Enfin, elle semble quand même assez volontaire comme fillette et voilà, on sent qu'elle a des ressources personnelles. Donc, j'aurai une rencontre téléphonique avec la maman à la fin des séances qui n'a pas pu se présenter, mais on s'entretiendra au téléphone. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des questions voilà, que je me suis posées. Euh, donc j'ai trouvé que effectivement, Clara par moment prenait le rôle d'un parent vis-à-vis de sa maman, hein. Elle était un peu dans un rôle de protection. Euh, Sa position en tant qu'aidante, elle me l'a expliqué. Elle fait des tâches ménagères. Comme sa mère a mal au dos, elle lui fait des massages. Et elles ont des moments de complicité, on va dire, de proximité mère-fille qu'elle apprécie. Elle lit avec elle. Voilà, le soir, elles ont des moments comme ça ensemble. Elle ne se plaint pas de sa situation. Euh, Et je la sens quand même pleine enfin, elle est capable de prendre des initiatives, mais la question, c'est est-ce que cela ne devient pas trop compliqué au fil du temps, hein. En grandissant, son regard va changer, et aussi en fonction de la maladie évolutive de sa mère. Voilà, donc on peut s'interroger sur la responsabilité émotionnelle, relationnelle de Clara, de quelle manière elle répond aux besoins de sa mère. Ensuite, cet animal, hein, il a quand même une fonction. Il va avoir une fonction, ce petit chat qu'elle va avoir. Elle lui a déjà donné un prénom. Elle s'investit déjà beaucoup affectivement. Et l'autre question que je me suis posée, c'est sa relation aux autres, finalement, qui n'est pas simple, hein. Déjà, elle est quand même assez vulnérable par rapport à son statut de fille unique et finalement pas trop reconnue par le père, puisqu'il a quand même un peu disparu de son entourage proche, complètement disparu, on va dire, quasiment. Et donc, c'est pour ça qu'elle est souvent en recherche, hein, comme pas mal d'enfants uniques. C'est important, le soutien des amis. Elle a une plus grande sensibilité à l'indifférence et voire au rejet de ses pairs. Voilà, donc en conclusion, je me pose des questions sur l'avenir de cette famille. Comment Clara va-t-elle porter la maladie de sa mère, qui à plus ou moins long terme, bon, bah, évidemment, va quand même s'aggraver.
et comment est-ce que on pourra lui venir en aide. Bon, c'est vrai qu'à l'école, c'était limité, hein, je l'ai très peu vue et l'année d'après, elle est allée au collège. Donc, bien sûr, il y a une psychologue. Enfin, bien sûr, c'est pas, c'est pas toujours, mais là, en tout cas, je lui ai donné, j'ai donné à sa mère les coordonnées de la psychologue, l'infirmière scolaire. Donc, elle a quand même des personnes ressources qui pourront effectivement l'entendre quand elle sera au collège. Et puis, je pense elle pourra peut-être, je me suis dit qu'elle pourrait continuer le suivi au CMPP. Voilà, donc il y a certainement d'autres questions et d'autres remarques que j'ai peut-être oubliées, mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire part de cette situation. Je vous remercie. Alors, je propose d'enchaîner avec la situation suivante, qui devait être une intervention en duo avec notre collègue Annie Vigneron, qui pour l'instant est toujours encore perdue un petit peu dans les connexions. Je crains qu'elle ne puisse pas venir. Donc, dans cette intervention, euh, c'est une intervention un petit peu particulière dans le sens où elle souhaitait partager son regard d'adulte et de professionnel de psychologue actuellement, dans le sens où elle se reconnaît comme ayant été une enfant aidante. Donc, afin de préserver quand même un petit peu la situation de notre collègue, nous avons beaucoup échangé ensemble sur cette situation d'aidante et en amont de son intervention, je, je proposais de résumer un petit peu la situation tout en gardant beaucoup de distance. Donc, euh, euh, nous avons eu beaucoup de réflexions au cours de ces échanges et de ces moments qu'on a passés ensemble pour essayer de travailler ce webinaire. Et on a dégagé donc des traits saillants qui sont issus de ces échanges et qui pourraient apparaître comme un peu transversaux aux problématiques d'un enfant en situation d'aidance. Alors, ce qui nous a interrogés, c'est tout d'abord la normalité du cadre familial, avec un petit truc en plus quand même. En tant que sœur d'eux, enfant d'eux, au cours de son parcours scolaire, il semble progressivement percevoir sa différence au regard des autres enfants. Mais cet enfant peut-il pour autant avoir conscience d'être aidant alors qu'il évolue dans sa normalité familiale à lui? Comment peut-il intégrer cette distance? On s'est interrogé aussi sur les échanges intrafamiliaux et sur les échanges avec l'école, avec tout ce vocabulaire que l'enfant entend, différence, maladie, soins, séparation, handicap, orientation et tous les autres. Comment un enfant peut-il comprendre et s'approprier ce qui se passe pour un membre de sa famille? Ce parcours sinueux est propice au déploiement des retentissements fantasmatiques, d'interprétations, de projections et d'angoisses diverses. Tout un langage, communication verbale et non verbale, que l'enfant attrape et perçoit. Donc, quelquefois, il se fait son propre récit qu'il reconstruit avec ses incidences. Grandir en silence, s'exprimer ou demander de l'aide, chaque enfant semble confronté à une forme de solitude, avec quelquefois son impossibilité de verbaliser ses inquiétudes, qu'il signifie de manière singulière, repli sur soi, extériorisation agitée, identification à l'autre, avec le risque
de construction en faux self et son corollaire, le risque d'effondrement ultérieur. Alors, comment se construire au regard de cet autre, de sa différence et celle perçue par rapport aux autres enfants? Ne rien laisser transparaître et porter quelquefois seul ce lourd fardeau ou manifester son désarroi, c'est un très long chemin dont on ne mesure pas vraiment les retombées, les résurgences adultes. S'approprier et intérioriser cette complexité pour encore trop souvent aujourd'hui s'appuyer au hasard des bonnes rencontres, enseignants, amis, relais thérapeutiques, aller vers une acceptation progressive. Je cite Annie, c'est une tâche si délicate parce qu'être aidé à son tour ne va pas de soi. Voilà le partage que nous avons pu faire ensemble et Annie a réussi à nous rejoindre. Donc je la salue et je la remercie de sa patience. Bonjour à vous et désolée d'arriver si tard. Je lui laisse la parole puisqu'elle va nous présenter donc maintenant son regard d'adulte de sa place de psychologue afin de partager avec nous ses questionnements sur l'accompagnement des enfants aidants. À toi, Donc, alors, Annie. merci. Donc, cette expérience me permet aujourd'hui d'avoir sans doute un éclairage particulier dans ma pratique de psychologue à l'école. Tout d'abord, ça m'amène à être particulièrement vigilante aux fratries. Hein. On peut assez facilement être focalisé sur l'enfant qui manifeste des difficultés, une souffrance, sans forcément prendre en compte son environnement et notamment ses frères et sœurs. Et je voudrais éclairer ça par deux exemples tirés de ma pratique. Le premier, il s'agit d'une fratrie de trois enfants avec le plus jeune qui a 7 ans et qui est reconnu en situation de handicap. Il y a eu au départ une souffrance fœtale qui fait que son évolution n'a pas pu se faire de façon optimale. Et on découvre progressivement les problèmes qui en résultent. Il a un grand frère de 9 ans et une grande sœur de 10 ans. Quand j'ai rencontré les parents, ils m'ont d'abord dit que tout allait bien pour les deux grands, qu'ils étaient de bons élèves. Alors les parents sont professeurs, hein, je signale au passage, qu'ils étaient de bons élèves et qu'ils ne posaient pas problème. Bon. Et alors moi j'ai voulu quand même en savoir un petit peu plus, savoir comment ces enfants allaient. Et j'ai remarqué que la plus grande sœur était plutôt une enfant solitaire, effectivement une très bonne élève et même perfectionniste dans son travail. Et actuellement, euh, actuellement, effectivement, rien, euh, rien ne paraît, mais c'est, je me suis dit que c'était trop, c'est-à-dire que tout semble parfait. Or, euh, tout n'est pas parfait, enfin voilà, même pour un enfant ordinaire. Ah. Et alors, je ne suis pas du tout intervenue avec l'enfant, dans la mesure où ça m'aurait paru être une intrusion qui n'aurait pas forcément été acceptée, qui aurait peut-être trop bousculé cet enfant qui voulait euh, à tout prix être comme les autres. Ah. Mais euh, j'ai fait un travail avec les parents que j'ai été amenée à rencontrer pour les amener à s'interroger aussi sur leur fille, sur ses activités, sur ce qu'elle aimait. Notamment, c'est une enfant qui n'est jamais invitée aux anniversaires. Donc ça aussi, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah. Voilà, donc on a pu cheminer
Et puis, progressivement, les parents se sont aussi interrogés sur le bien-être de leur fille. Et aussi, bon, je ne vous ai pas parlé du frère, hein, et aussi, voilà, se dire, ben, est-ce que nos autres enfants vont bien et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les accompagner. Voilà, donc c'est ce premier exemple hein, que je résume énormément. Il y en a un deuxième hein, qui est très récent. Euh, Là, il s'agit d'un garçon de 10 ans qui est en CM2 et c'est à l'occasion d'un RIP hein, que j'ai rencontré la famille, que j'ai rencontré donc sa maman et son frère et lui. En fait, la maman a des problèmes d'addiction, d'alcoolisme importants. Elle élève seule ses deux enfants. Le père n'a plus l'autorité parentale suite aux violences qu'il y a eu dans la famille. Voilà, donc un contexte très difficile. Et quand j'ai rencontré l'aîné, qui lui aussi, a priori, ne présente pas de symptômes particuliers, contrairement au petit frère, qui lui est très agité dans l'opposition. Ce grand frère, il me dit que son rôle, c'est de protéger le petit frère. Et voilà, voilà ce qui m'a alertée, ce qui m'a interpellée, parce que bien sûr, hein, c'est trop lourd, c'est pas possible. Enfin, et puis un enfant qui se trouve dans une situation comme celle-là, à un moment donné, il se trouve dans une impasse. Voilà, voilà deux situations un petit peu qui me semblaient pouvoir éclairer hein, ce rôle d'aidant d'une façon particulière, surtout pour mettre le focus sur ces enfants qui, à l'école primaire, ne vont pas d'emblée euh, manifester apparemment de mal-être, hein, mais on peut se dire qu'à un moment donné, ces enfants risquent d'être en danger et il vaut mieux s'en préoccuper avant que ça explose éventuellement à l'adolescence. Voilà. Voilà, merci beaucoup Annie pour ton attention. Merci Catherine pour la tienne. J'invite salle virtuelle à réagir et à poser des questions. Et dans l'attente de récupérer peut-être quelques questions sur ce qui a été dit ou sur ce qui va venir, je propose à Aurélie, Cécile ou Morgane de revenir peut-être compléter, questionner, voir un petit peu comment on peut avancer sur ces questions et ces éléments qu'on vient de vous amener. Alors, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole en premier. Moi, je vais vous dire beaucoup de choses après. Alors, Alors, je me permets juste, je ne vous ai pas présenté dans vos fonctions parce que je n'ai à l'écran que vos noms et j'avouerai que je ne sais plus exactement quelles sont vos fonctions. Donc, avant d'intervenir, peut-être pour les gens qui nous écoutent, juste rappeler vos fonctions. Merci. Je vais commencer puisque après Aurélie va compléter peut-être. Donc moi, je suis Cécile Flao, je suis psychologue clinicienne et je suis maîtresse de conférence ici dans le laboratoire de psychopathologie et processus de santé. Et donc voilà, je travaille avec Aurélie qui s'intéresse particulièrement à cette question. Moi, là, ce qui m'a le plus frappé de manière un peu transversale dans les différentes situations, je vous remercie là d'avoir abordé avec autant de concision et de précision, je trouve, enfin vraiment en mettant en avant les points, c'est toute la question qui se pose à nous du repérage. Pour repartir un peu de la fin, là, Annie, vous avez conclu sur l'absence de symptômes et on se faisait la réflexion en aparté avec Aurélie que là, vous avez présenté beaucoup d'enfants
d'âge du primaire, donc plutôt pour nous ce qui correspondrait à des petits. Et je pense que c'est bien parce que c'est aussi ce à quoi on est peut-être le moins sensibilisé et à quel point chez les petits, on sait très bien que les symptômes, ils peuvent être alors très bruyants chez certains, mais aussi très absents chez d'autres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas des choses qui vont se mettre en place négativement. Et voilà, c'est beaucoup ça que j'ai trouvé important dans les différentes situations, que ce soit la situation aussi de Clara qui n'avait pas de plainte, j'avais noté ça, la question aussi de qui est au courant, moi ça m'a beaucoup traversé là en vous écoutant, avec la question de mais finalement à part vous en tant qu'intervenant, qui dans le système scolaire est au courant de cette situation, quel est le partage d'informations autour de ça, est-ce que c'est aussi masqué par les autres problématiques, notamment certaines problématiques familiales qui peuvent être peut-être plus prégnantes ou plus visibles, plus alertantes aussi, avec la privation d'autorité parentale, enfin des choses comme ça peut-être un peu plus bruyantes. Et voilà, moi, ce qui m'a fait beaucoup réagir en vous écoutant, c'était toute cette question de à quel point c'est un défi, en fait, de bien repérer ses enfants. Et puis après, qu'est-ce qu'on propose pour la suite? Enfin, comment est-ce qu'on peut aborder les choses? Et voilà, je pense qu'on va y revenir. Mais voilà, en tout cas, moi, ce qui m'a là le plus éveillé dans ce que vous dites. Je sais pas si tu veux compléter. Oui, alors, donc moi, je suis Aurélie Intas, professeure de psychopathologie, donc dans le même laboratoire que Cécile. Et donc, je vais vous présenter après des travaux qu'on a fait sur les jeunes aidants. Et je disais justement à Cécile que, ouais, en fait, j'étais très agréablement surprise que vos exemples soient sur des enfants jeunes, parce que en fait, maintenant, on commence à avoir certaines connaissances sur les adolescents, les jeunes adultes. Et du coup, ça va très bien faire le lien avec ce que je vais vous dire après, et d'être dans cette approche finalement assez préventive de la question en se disant, ben, on identifie, on est vigilant avant qu'il y ait des problèmes. Et puis de faire le lien, de se dire que ben, j'identifie ça en école élémentaire. Et en fait, dans l'exemple de Clara, il y avait la question du lien avec le collège et que l'information soit transmise, que la situation soit suivie. Et je pense que ça, c'est en effet très important pour ces enfants. Si vous voulez, je peux répondre par rapport à qui savait. Donc, je pense que l'enseignante était au courant pour Clara, donc de la maladie de la maman, hein, elle ne l'avait pas caché. Le directeur aussi était au courant. Bon, puis l'école, je pense qu'il y a certaines autres collègues qui étaient au courant aussi, parce que c'est une école où les enseignantes se connaissent depuis assez longtemps, où les informations circulent, on va dire. Voilà, donc par contre, les enfants n'étaient pas au courant. D'après ce que j'ai compris, les enfants de la classe de Clara n'étaient pas au courant. Après, voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Et Oui. par rapport oui, au collège, c'est vrai que ça appartient aussi, enfin, c'est ce que je pense, j'ai dit à la maman, parce que maintenant c'était il y a quelques années, donc je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai pu dire à la maman, pour être tout à fait honnête, mais je sais ce que je dis en général, c'est que effectivement, c'est important que le suivi puisse continuer. Alors, bien sûr, au CMPP, on attend d'avoir une place avec un psychologue, mais aussi, voilà, qu'à l'école, qu'au collège, effectivement, il y a des personnes ressources et que, voilà, et que Clara peut aussi s'adresser à ces personnes. Merci de ces précisions. Pour aller encore un tout petit peu plus loin, moi, la question aussi que je me posais, et que je vous adresse, parce que moi, je travaille pas dans le milieu scolaire directement, je vois plutôt les enfants quand ils sont à l'hôpital, soit parce qu'eux-mêmes sont malades et qu'ils ont des frères et sœurs, soit parce qu'ils ont un parent malade. Je vois que dans le chat, quelqu'un évoque la question d'enfants qui ont un cancer, de parents qui ont un cancer plus ou moins agressif. Mais j'ai l'impression que dans le milieu scolaire, aujourd'hui, le fait de communiquer sur le fait qu'il y a un parent malade est devenu quelque chose d'assez répandu. Enfin, en tout cas, nous, on encourage beaucoup les parents à en parler aux enseignants, que ce soit parce qu'un enfant est malade pour ses frères et sœurs ou parce qu'eux-mêmes sont malades. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est beaucoup ouvert dans le dialogue et c'est une très bonne nouvelle. Par contre, le fait d'imaginer que ces enfants qui ont un parent malade pourraient aider le parent malade ou apporter une aide au sein de la famille, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus obscur, en tout cas peut-être moins repéré, peut-être même moins pensé.
Et voilà, moi, je serais intéressée de savoir de votre point de vue, qui êtes beaucoup plus au contact des enseignants, mais aussi de ces familles. Est-ce que vous avez l'impression que ce passage entre tel enfant a un parent ou un frère ou une sœur malade ou atteint de handicap et cet enfant aide, est-ce que ce switch il est fait? Voilà, c'est une question que je mets ça pour ouvrir le débat, mais voilà, je pense que c'est quelque chose, nous, qui nous anime, en fait, de savoir comment on passe on est informé qu'il y a une maladie on pense que cet enfant apporte une aide conséquente qui pourrait avoir un impact sur sa santé psychique, ses études, sa vie quotidienne. Alors moi, j'aurais envie de rebondir sur ce que nous a signalé Annie tout de suite au début, c'est que la transmission des informations ou le partage d'informations concernant l'enfant concerné par la maladie ou par le handicap ou par quelque chose de son atteinte à son corps euh, est plutôt bien pensé. Par contre, la fratrie Mm. est totalement oubliée. Mm. Et ce webinaire-là, avec ce titre-là, tout justement, montre un petit peu qu'il est important de mettre la focale sur les autres aussi, sur le reste de la fratrie, euh, dans le sens où il y a aussi des incidences pour cela, mais on ne les mesure pas vraiment, et ça a des répercussions, et c'est important qu'on s'en préoccupe aussi. Donc, ponctuellement, au cas par cas, il peut y avoir des transmissions ou des choses qui se passent, mais ce n'est pas encore pensé comme étant quelque chose qui est rentré, entre guillemets, dans les mœurs, dans les mœurs et les pratiques professionnelles. Alors, j'abonde dans ton sens, Gabi. Effectivement, je pense que les enfants ne sont pas considérés d'emblée comme aidants, hein. Quand il y a une situation difficile, compliquée dans la famille. Et par contre, ce qui est très compliqué, me semble-t-il, c'est quand ces enfants veulent absolument que rien ne transparaisse et veulent absolument être considérés comme les autres, entre guillemets. Euh, il est délicat, il est délicat d'intervenir, hein. Et puis, alors, enfin, je pense qu'on peut le faire, nous, de façon indirecte, hein, en travaillant soit avec les parents quand c'est possible, soit avec les enseignants, hein, pour amener en fait euh, pour apporter un appui, hein, mais qui soit pas forcément l'appui du psychologue. Alors, je rebondis aussi, je trouve ça intéressant, ce que vient de nous dire Annie, et je reformulerai autrement. Euh, c'est pour la fratrie le côté où il faut qu'on trouve une existence autre, mais toute la focale est mise sur celui qui porte la maladie, qui porte le handicap, etc. Et les autres passent, entre guillemets, caricaturellement, un petit peu à la trappe. Mm, Et pour eux, c'est difficile de trouver une manière d'être euh, qui est la leur, indépendamment ou en complément ou en... Je ne trouve pas les mots pour dire j'existe aussi, tout mm, simplement. Et là, il y a quelque chose effectivement à faire de manière biaisée, comme le proposait Annie, mais peut-être qu'on peut aussi réfléchir et que vous, dans vos travaux, vous avez des suggestions, des choses mm, que vous avez déjà expérimentées avec des adolescents dont on pourrait, à mm. partir desquelles on pourrait réfléchir pour essayer d'extrapoler et aller au vent des enfants plus jeunes.
Euh, je sais pas si j'ai une réponse à cette question. En fait, peut-être c'est mieux que je vous présente ce que j'ai prévu et puis qu'après vous puissiez réagir aussi. Voilà. Tout à fait. Merci. Ben, je pense qu'Aurélie, on est à peu près à mi-chemin du webinaire. Normalement, tu dois avoir la main pour partager ton écran si tu as un support. Oui. Alors, juste, je vais déclencher mon chrono pour pas parler trop longtemps. Euh, vous savez qui je suis maintenant. Je peux passer ça. Je vais pas vous passer le film parce qu'il dure 5 minutes, mais je voulais vous inviter à aller regarder cette vidéo qui est disponible sur YouTube et qui est d'une jeune aidante qui a 15 ans, qui s'appelle Lou et qui aide ses deux parents. Et ça illustre très très bien l'aide. C'est elle qui a fait cette vidéo et elle montre aussi comment elle en a marre d'aider. Voilà, ça illustre très bien la situation. Elle aide ses deux parents qui ont des problèmes de santé. Alors, ensuite, je voulais faire alors un point un peu théorique. D'abord, qui sont les jeunes aidants? La définition qu'on en donne actuellement, c'est que ce sont des enfants ou des adolescents qui apportent régulièrement des soins, de l'assistance ou du soutien à un proche en situation de handicap, avec une maladie chronique, un problème de santé mentale ou tout autre problème de santé qui va être associé à un besoin de soins, de soutien ou de supervision. Donc voilà, c'est très large, que ce soit un TDAH, que ce soit un cancer, que ce soit un trouble psychique. Et donc, on va parler de jeunes adultes aidants entre 18 et 25 ans, mais parfois on parle de jeunes aidants pour voilà, toute la tranche d'âge jusqu'à 25 ans. Et on sait que le plus souvent, ils aident un parent, mais assez souvent aussi un frère, une sœur ou un grand-parent. Et il y a des travaux internationaux qui montrent que l'aide, elle peut commencer très tôt et qu'on va assez bien l'observer parfois dès l'âge de 5 ans, même s'il peut même y avoir des comportements avant. Voilà, à partir de 5 ans, il peut y avoir une aide assez importante. L'aide qui est apportée, elle se situe à différents niveaux dans la gestion des tâches ménagères, par exemple aider à préparer les repas, dans le fait de s'occuper des frères et sœurs plus jeunes, mais ça peut aussi être une aide administrative et aider à remplir des papiers ou financière quand les jeunes sont en âge de travailler, ben, ils vont aider le foyer financièrement. Donc ça, c'est des aides que tous les jeunes peuvent apporter, mais on sait que les jeunes aidants, ils vont apporter cette aide de manière plus importante du fait de la maladie ou du handicap. Et en plus, ils peuvent apporter des aides spécifiques, du soutien moral, émotionnel auprès du proche, et puis des soins personnels et médicaux, par exemple aider à faire des pansements, prendre un traitement, etc. Donc finalement, ils aident comme les aidants adultes. Pour essayer de situer l'aide, il y a un chercheur, le grand spécialiste de la question des jeunes aidants au Royaume-Uni, qui positionne les choses sur un continuum d'un faible niveau d'aide et de responsabilité à un niveau d'aide et de responsabilité très important. Et pour décrire ça, il s'intéresse à la quantité d'aide qui est apportée, à la régularité de cette aide, à la complexité des tâches qui vont être faites par l'enfant, au temps qu'il va consacrer à l'aide au quotidien ou sur la semaine, à l'intimité des tâches. Par exemple, si j'aide quelqu'un à faire la toilette, eh ben, ça implique des gestes autour de l'intimité qui sont lourds. Et puis, la durée d'aide, depuis combien de temps cette aide est apportée. Et on va avoir donc sur le niveau faible des activités de routine qu'on va considérer comme appropriées au regard de l'âge et de la culture du jeune, et à l'autre extrémité, des activités qu'on va considérer comme considérables, quotidiennes et inappropriées au regard de l'âge et de la culture. Alors, en France, il faut savoir que la question des jeunes aidants, elle est apparue assez tardivement. Il y a eu des premiers ateliers qui ont été proposés de cinéma-répit pour ces jeunes en 2014 par une psychologue qui s'appelle Françoise Élien, qui a fait ça avec une cinéaste. Et ces ateliers ont ensuite donné lieu à la création de l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble. Donc, la vidéo dont je parlais au début, elle a été faite dans le cadre de ces ateliers.
Et puis, nous, en 2017, on a construit un premier projet de recherche sur cette question. Et puis, ce qui est important, c'est qu'en 2019, alors on a organisé un colloque avec l'Association nationale JAD, mais surtout, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une première stratégie nationale, Agir pour les aidants. Donc, qui était pour tous les aidants. Et pour la première fois, donc au sein du ministère de la Santé et de la Solidarité, eh bien, il y a eu une priorité qui a été énoncée qui s'intitulait Épauler les jeunes aidants. Donc, c'était la première fois que les jeunes aidants étaient identifiés, on va dire, sur un plan des politiques publiques. Euh, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais pour vous dire comment se positionne la France par rapport à d'autres pays, eh bien, au départ, donc, pardon, il y a des collègues à l'étranger qui ont situé les choses par rapport aux politiques publiques qui existent en faveur de ces jeunes, à l'avancement de la recherche scientifique et aux services qui existent pour les aider. Et donc, vous voyez, le classement, il va du niveau idéal, le niveau 1 au niveau 7 sans réponse. Le Royaume-Uni, il est en deuxième position parce que ça fait plus de 30 ans qu'il travaille sur cette question. Il y a vraiment des droits spécifiques aux jeunes aidants. Il y a eu beaucoup de recherches et puis il y a des services qui existent sur l'ensemble du territoire, même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont là. Et donc en 2017, en France, on était à l'état d'éveil et avec les différentes choses qui ont pu avancer depuis, on considère maintenant qu'on est au niveau émergent. Et donc, nous, en 2017, avec ma collègue Géraldine Dorard, on a construit le programme de recherche JET pour développer la recherche sur ces jeunes. Et ce programme, il a 4 objectifs. Identifier les jeunes aidants en France, étudier les facteurs de protection et de vulnérabilité, caractériser leurs difficultés et puis développer et évaluer des interventions pour les aider. Alors, on a développé un certain nombre de recherches. J'avais prévu aujourd'hui de vous parler de plusieurs recherches. On va voir ce que je vais faire dans le temps imparti parce que j'ai prévu trop de choses. Mais pour vous expliquer comment ça s'organise, en fait, donc notre question centrale, c'est vraiment les jeunes aidants. Et les premières questions qu'on s'est posées, c'est qui ils sont, quelles sont leurs difficultés, leurs besoins. Donc, on a des études dans ce cadre. Quelles sont les interventions qu'on peut développer pour les aider? Est-ce qu'elles sont efficaces? Et puis très rapidement, on s'est dit, mais les jeunes, bah, ils sont au quotidien à l'école ou presque. Donc, quelles sont les représentations et les connaissances qu'ont les professionnels à l'école? Le jeune, il est aussi quotidiennement avec le proche aidé. Souvent, c'est le parent. Comment est-ce que les proches peuvent aussi avoir, qu'est-ce qu'ils ont comme regard sur ces jeunes? Le proche aidé est souvent pris en charge par des professionnels de santé. Pareil, qu'est-ce que eux se représentent de cette situation? Et puis enfin, bah, qu'est-ce qu'on peut développer comme intervention pour aider les professionnels à mieux identifier et accompagner ces jeunes? Donc, je voulais faire un petit focus pour commencer sur les résultats sur 3 études qu'on a faites. Donc, Elias Adoker, Campus Care, qui sont des études qu'on a fait une au collège, une au lycée, une auprès des étudiants. Et donc, on avait voilà, à peu près 1900 collégiens, 4000 lycéens. Ils ont complété des questionnaires sur des temps scolaires. Et puis, les étudiants, ils ont complété un questionnaire en ligne. Alors, on a fait différentes mesures. Je vais passer sur les mesures et je vais directement vous donner quelques résultats. Alors, combien sont-ils? C'est notre première question. Eh bien, dans l'étude auprès des collégiens, il y en avait 30% qui avaient indiqué dans le questionnaire qu'ils avaient un proche malade. Et parmi eux, il y en a donc 12% qui apportaient une aide régulière significative qu'on a quantifiée avec un questionnaire, donc ce qui fait à peu près 3 jeunes par classe. Au lycée, on a observé à peu près 14%, donc 3 à 4 jeunes par classe. Et puis, chez les étudiants, il y a une proportion beaucoup plus importante donc, de jeunes confrontés à la maladie d'un proche. Ils sont 63%, mais parmi eux, donc, il y en a presque 16% qui sont jeunes adultes aidants, donc ce qui fait à peu près un étudiant sur 6. Donc, finalement, ils sont nombreux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en difficulté, mais en tout cas, ils sont là, ils existent. Alors, quelques caractéristiques. Bon, globalement, ils avaient très, très majoritairement des frères et sœurs. Et puis, on voit ici, ça, c'est la proportion de jeunes femmes. Donc, il y a beaucoup plus de filles qui sont jeunes aidantes que de garçons. Donc, voilà, c'est très en lien avec ce qu'on observe chez l'adulte. Sur les proches aidés, alors, vous voyez qu'ils aident voilà, majoritairement un parent, mais la proportion de grands-parents est quand même assez importante. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les étudiants, ils aident plus des mères et les collégiens aident plus des grands-parents.
Et alors souvent, ils vivent avec le proche aidé, mais pas toujours. Donc on voit par exemple les collégiens, ils vivent moins avec le proche aidé, mais probablement aussi parce qu'ils aident plus souvent un grand-parent. Et il faut savoir que souvent, ils ont aussi plusieurs proches aidés. Il n'y a pas qu'un parent qui est malade ou un frère, parfois c'est les deux, ce qui alourdit évidemment les situations. Et cette proportion est plus importante chez les étudiants. Sur la perception du soutien, ce qu'on observe aussi, c'est que eh bien, les collégiens, ils sont moins souvent conscients qu'ils aident par rapport aux lycéens et aux étudiants. Alors probablement en lien avec ce qui était dit avant aussi, c'est-à-dire c'est plus difficile pour eux qui se rendent compte que cette aide qu'ils apportent est peut-être pas normale, et notamment quand ils l'ont connue depuis toujours. Et puis sur la santé du proche, alors on voit que majoritairement, ils aident un proche qui a une maladie somatique. Euh, la proportion de personnes aidées qui a un proche avec un problème de santé mentale est vraiment moins importante chez les collégiens et les lycéens, mais vous voyez qu'elle est très importante pour les étudiants. Et donc ça, on peut l'expliquer par plusieurs hypothèses. C'est que bon, les étudiants ont plus de risques d'avoir de proches avec un problème de santé mentale, parce que plus on grandit, plus on a de risques d'être confronté à ce type de situation. Mais ils rapportent aussi beaucoup plus de proches aidés, donc ou de proches confrontés à une maladie. Donc ça peut s'expliquer aussi par ça. Mais et une troisième explication, c'est qu'ils sont plus capables en fait d'identifier des problèmes de santé mentale, donc du coup de plus le rapporter dans le questionnaire. Euh, voilà. Sur les activités d'aide, alors peut-être là je vais aller un peu vite, mais globalement on voit. Alors ce qui était un peu surprenant, c'est qu'on voyait que les lycéens apportaient plus d'aide que les étudiants, probablement que c'est lié au fait qu'ils habitent le plus souvent avec le proche, donc finalement ils aident plus souvent à travers le questionnaire tel que ça a été mesuré. Donc sur les tâches domestiques, ils aident de la même manière, sur le soutien émotionnel également. Les lycéens et les collégiens aident davantage à s'occuper des frères et sœurs, mais probablement parce qu'ils sont à la maison. Et ils aident plus aussi au niveau des aides personnelles et intimes, alors probablement pour la même raison. Et sur la gestion du domicile, on voit que là, les lycéens et les étudiants aident davantage. Et aussi, par rapport au soutien financier et administratif, bah, plus on grandit, plus on sera amené à aider, ce qui peut aussi se comprendre par le biais qu'on est plus susceptible d'avoir une activité pour justement apporter un soutien financier à la famille. Alors, en termes de santé et de qualité de vie, ce qu'on a observé, c'est que, en comparaison à leur père, les jeunes aidants, ils rapportent une moins bonne qualité de vie que leur père, et ils ont plus souvent eux-mêmes un problème de santé ou une maladie. Donc, c'est pas parce qu'on aide un proche qu'on n'a pas soi-même des difficultés de santé. Et on voit aussi, alors ça c'était vraiment chez les lycéens et les étudiants, qu'ils ont une moins bonne santé mentale et une moins bonne satisfaction de vie. Alors c'est parce qu'on avait vraiment des mesures spécifiques à ce sujet pour eux. C'est aussi confirmé chez les collégiens. Alors là, je vais pas tout balayer. On en avait décortiqué plein de dimensions de la qualité de vie, mais on voit ici qu'au niveau de leur bien-être psychologique, eh ben, ils ont un moins bon score de bien-être psychologique et d'humeur positive, émotion positive. Et puis après, tout à droite, vous voyez qu'il y a un résultat sur le harcèlement scolaire. Eh bien, les jeunes aidants rapportent plus souvent être harcelés que leur père, donc ce qui rejoint notamment voilà, une des situations qui a été présentée tout à l'heure. En termes de scolarité, ce qu'on a observé, c'est que les adolescents, les lycéens, rapportaient davantage avoir redoublé que leur père, et les étudiants aussi. Et ils ont le sentiment de moins bien réussir à l'école. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au collège, on n'a pas observé qu'ils avaient davantage redoublé. Donc, probablement que ça vient plus tard, même si le redoublement est peut-être pas très fréquent. En tout cas, nous, on l'a observé dans nos résultats. Et puis, chez les étudiants, ce qu'on observe, c'est que les étudiants aidants, ils ont plus souvent obtenu leur baccalauréat sans mention ou avec une mention passable. Ils se sont plus souvent orientés vers des filières de santé et de soins, d'où l'idée que ben, le fait de voilà, développer des compétences autour de ça pendant leur enfance les amènerait à s'orienter vers ces filières, et puis qui se sont plus souvent inscrits dans des formations à distance. Alors, probablement pour rester proche du proche aidé.
Alors là, je voulais faire un tout petit point sur, dans le cadre de l'étude qu'on a fait auprès des collégiens, on a aussi interrogé quelques parents pour avoir leur point de vue. Alors, c'était pas facile, mais il y en a 10 qui ont participé. C'était des mères, alors qui avaient un niveau socio-économique élevé. C'est quand même important à préciser parce qu'en général, les jeunes aidants, ils sont plutôt dans des familles avec des niveaux socio-économiques plutôt défavorisés, en tout cas. Donc, c'est pas tout à fait représentatif de ça, mais les résultats sont intéressants. Euh, le proche malade au domicile, alors c'est la mère qui a participé à l'entretien, mais c'est pas forcément elle qui avait un problème de santé. Voilà, ils ont raconté ce qui se passait au sein de la famille avec différents proches malades et avec différents types de problèmes, que ce soit des troubles psychiques ou des maladies somatiques. Et alors, elles ont parlé du problème de santé, de l'impact de ce problème sur la famille et sur l'enfant, de comment ils parlaient de ce problème de santé à la maison. Mais ce que je voulais vous signifier, c'est ce qu'elles disaient de l'aide apportée par l'adolescent. Et en fait, elles ont beaucoup mis en avant le soutien émotionnel qu'il pouvait apporter. Donc là, par exemple, il y a une maman qui dit, en parlant de sa fille, et donc c'est le père qui a des troubles psychiques, elle dit, bah, son père, elle peut l'écouter parfois pendant des heures, parler, se plaindre, pleurer, tout ça, elle l'écoute pendant des heures sans rien dire, il pleure, il se plaint. Et puis, elles ont parlé de l'aide discrète, ce qui rejoint aussi des choses qui ont pu être dites tout à l'heure. L'aide discrète, c'est un terme qui a été proposé par des sociologues pour vraiment illustrer en fait les enfants qui sont un peu parfaitement adaptés. En fait, ils ne créent pas de problème, ils se font le plus discret possible pour pas faire de vagues. Et finalement, ben, en ayant ce comportement, ils aident aussi d'une certaine manière. Et là, il y a une maman qui dit, elle a dû prendre beaucoup sur elle pour diminuer la charge qu'elle s'imagine représenter, pour ne pas me mettre en difficulté quelconque dans ses représentations d'enfants. Je voyais bien qu'elle était très calme, très douce, très gentille, à ne pas faire de bruit. Et puis, ils ont aussi rapporté quelques besoins voilà, d'avoir un appui des adultes, notamment à l'école. Voilà, en disant, par exemple, c'est important qu'il y ait des temps d'échange avec les professeurs. Et puis, un besoin de soutien psychologique pour leur enfant. Euh, je voulais ensuite vous parler du soutien émotionnel, voilà, vraiment en lien avec ces résultats. Le soutien émotionnel, c'est vraiment un soutien particulier où on observe qu'il est très souvent apporté par les enfants, mais on a voulu essayer de mieux comprendre en quoi il consiste ce soutien. Donc, il y a une doctorante dans l'équipe qui a commencé par faire une étude qualitative en interrogeant des jeunes adultes aidants. Et elle a montré que le soutien émotionnel, c'était vraiment plein d'activités différentes. Ça pouvait être proposer des activités aux proches pour le divertir, le distraire. Ça pouvait être présent auprès de lui, euh, juste voilà, manifester une présence. Ça pouvait aussi être un interlocuteur privilégié pour la personne aidée. Euh, une autre activité, là, vraiment importante et assez lourde en quelque sorte, c'était d'aider le proche à réguler ses émotions et puis lui apporter une protection émotionnelle. Donc, on voit que, en fait, à l'intérieur du soutien émotionnel, il y a vraiment une diversité d'activités. Et ce qu'ont pu dire les jeunes, c'était qu'ils percevaient quand même que cette activité, elle pouvait avoir un impact sur leur bien-être et parfois avoir vraiment le sentiment que c'était une activité épuisante et lourde, probablement parce que en fait, quand on apporte du soutien émotionnel, on n'arrive pas à évaluer l'impact que ça a pour le proche. C'est-à-dire, si j'aide à faire à manger, si j'aide à faire un pansement, je vois objectivement que j'ai apporté une aide et que j'ai réussi à le faire. Quand j'apporte du soutien émotionnel, c'est plus difficile d'évaluer l'impact, je pense, particulièrement quand le proche va avoir des troubles psychiques. Ensuite, je voulais vous parler un peu, mais je vais je vais m'arrêter après, Cécile va me faire signe, des résultats d'une étude qu'on a fait en milieu scolaire. D'abord, on a fait une étude qualitative où on a interrogé 30 participants, donc 88% avaient dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler du terme jeune aidant. Mais quand on leur donnait une définition, finalement, 57% nous disaient qu'ils en avaient déjà rencontré. Et puis, ceux qui identifiaient le mieux ces jeunes, c'était ceux qui étaient
professions médico-sociales ou les CPE et qui travaillaient au collège ou au lycée. Alors, ça, je vais passer, mais 15 jours à peu près après l'entretien, on les a rappelés. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que cet entretien de recherche leur avait permis vraiment de repenser à des situations, d'identifier des situations, voilà, de les voir autrement, que ce soit des situations passées ou présentes. Donc, ce que j'ai l'impression que vous avez fait en partie en préparant ce webinaire. Et puis, il y en avait une proportion importante qui avait parlé en fait de cette situation avec des collègues. Et puis ensuite, on a fait une enquête nationale. Voilà, pour voilà, avoir une vision plus exhaustive de la situation avec 2658 professionnels. Alors vraiment de tous horizons, vous voyez, il y a 8% de psychologues de l'éducation nationale qui ont participé à l'étude, voilà, qui travaillaient donc tous à différents niveaux. Et un peu dans le même sens, il y en avait 78% qui n'avaient jamais entendu parler du terme jeune aidant. Mais finalement, et quand on essaie de décortiquer ce que ça leur évoque, bah, ils disent aider, accompagner, soutenir, donc des choses autour de l'âge, la jeunesse, la maladie, le handicap pour 27%, mais il n'y en a que 3% qui arrivent à donner une définition à peu près complète, on va dire, de ça. Il y en a beaucoup qui parlent de tutorat et de professionnel. Donc voilà, il y a l'idée vraiment de l'importance de faire connaître ce terme. Et puis, quand on les interroge, après, on leur donne une définition et qu'on leur demande sur les situations qu'ils ont pu rencontrer, on voit qu'il y en a 46% qui disent finalement qu'ils ont rencontré des situations, soit ils ont été informés directement par l'élève pour la moitié, ou par la famille dans une moindre proportion, ou par leurs collègues. La majorité disait que c'est... Alors, on leur demandait de rapporter une situation précise, hein, et donc, souvent, c'était la mère qui était aidée et qui avait une maladie somatique. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces situations-là? Alors, la plupart parlaient avec le jeune ou échangeaient avec des collègues. Ils disaient qu'ils se sont aussi tenus informés de l'évolution de la situation. Dans une moindre mesure, ils ont donné des conseils à l'élève ou à la famille, orienté l'élève ou pris contact avec la famille. Et puis, au niveau de l'école, ils disaient que dans la plupart des cas, il y avait une vigilance bienveillante qui était apportée avec une information partagée dans la moitié des situations. Et puis parfois, la famille était orientée ou des adaptations scolaires étaient proposées. Mais dans un certain nombre de cas, voilà, aucune réponse particulière était apportée ni par le professionnel, ni par l'école. Et donc là, évidemment, ça peut interroger. Alors là, je vais passer ça sur les besoins. 2 minutes, je vais faire 2 minutes. Pour vous dire qu'on a mené des actions de sensibilisation pour former les professionnels à cette question. On a fait ça avec l'association nationale JAD. Alors voilà, on a développé un petit module de formation qui était ouvert à des infirmières, des assistants sociaux, des CPE, des psychologues de l'éducation nationale. Et voilà, c'était une expérimentation. En tout, il y a 330 professionnels qui ont été formés. Et ce que je voulais dire, c'est, voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent après? Qu'est-ce que ça leur a apporté, cette action? Ça leur a permis de changer en partie leur pratique pour mettre des mots sur des situations. Par exemple, quelqu'un qui nous dit, voilà, ça m'a aidé de les appeler des jeunes aidants, d'évoluer de posture, d'avoir une plus grande vigilance, plus de bienveillance, d'avoir aussi une écoute active des situations des jeunes et éventuellement faire évoluer leurs pratiques. Donc, par exemple, après cette formation, j'ai mis les informations préoccupantes de côté, a dit une assistante sociale, par exemple. Alors, ça nous a amené à construire un guide dont on pourra vous partager le lien, donc qui est vraiment plus adressé aux professionnels qui travaillent dans le secondaire. Avec l'idée que voilà, tout le monde peut être impliqué et peut avoir quelque chose, peut avoir un rôle dans l'identification et l'accompagnement de ces jeunes. Et puis, je vais quand même prendre encore 1 minute Presque 1 minute. Parfait. Parce que là, je vous ai parlé de l'étude Elias, mais je voulais vous parler de 2 études en cours parce que vous pouvez aussi nous aider à faire avancer la recherche. Donc, en fait, on est en train de mener une étude
au collège, donc qui s'appelle, c'est la suite de l'étude pilote Elias, qui s'appelle étude longitudinale de l'impact de la confrontation à la maladie d'un proche et d'aidance sur la qualité de vie et la scolarité des adolescents. C'est une étude qu'on mène avec des collègues en santé publique, en sociologie, en psychologie de l'orientation, et avec l'idée de suivre des collégiens de la cinquième à la troisième pour voir comment leur situation évolue et quel impact ça peut avoir sur leur qualité de vie, sur leur scolarité et sur la suite de leur scolarité, leurs intérêts professionnels. Donc, on a différents objectifs que je vais passer. Et ensuite, on va commencer une étude très bientôt pour identifier, accompagner les jeunes aidants en école élémentaire, parce que, comme vous avez compris, pour l'instant, on n'a pas mené encore d'études à ce sujet, mais pour nous, c'est important de mieux comprendre voilà, les enfants en école élémentaire, qui ils sont, comment on peut mieux les identifier et les accompagner. Et pour ça, on voudrait interroger des élèves et des enseignants ben, voilà, on a développé un outil pour mesurer des activités. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de voir ce que les élèves nous disent, ce que les enseignants se représentent des situations de leurs élèves, donc en interrogeant vraiment des classes. Et puis ensuite, interroger plus globalement des professionnels à l'école et des parents pour voir qu'est-ce qu'ils pensent qu'on pourrait faire à l'école, justement, pour mieux accompagner ces élèves. Quelle est la place en fait qu'il faudrait avoir. Voilà, et donc on va bientôt commencer. Donc si vous travaillez en Île-de-France ou si vous travaillez en région Occitanie, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Morgane qui participe à cette étude. Voilà, on serait ravis d'en parler avec vous. Et puis on a fait une brochure pour présenter tous nos travaux. On pourra aussi vous adresser le lien. Et ça y est, j'arrive à la fin pour mon take-home message pour vous dire, voilà, les jeunes aidants, ils sont nombreux. Leur situation peut avoir un impact sur leur bien-être et leur scolarité, et que voilà, vous pouvez participer à favoriser leur prise en compte et leur accompagnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie, pour ce topo, comme toujours, très clair et éclairant. Ben, on vous invite à soumettre vos questions, témoignages. Alors, j'ai déjà quelques questions, Et hein, oui, donc il y en a quelques-unes qui sont déjà arrivées. Ben, je vous laisse aller. voilà, donc notamment par rapport au cas de Clara, par rapport à son agressivité, aux mensonges et fabulations qui ont alerté un petit peu les adultes. La question était, est-ce que c'est récurrent chez les enfants, chez les jeunes aidants? Et à votre avis, pourquoi est-ce que ils entrent comme ça dans le mensonge, la fabulation et l'agressivité parfois? Voilà. Pour Clara, la maman disait que c'était des petits mensonges. Bon, ça n'avait pas l'air non plus de prendre des proportions énormes, mais en tout cas, moi, ce dont j'ai eu l'impression pour cette petite fille, c'est que euh, voilà, c'était un peu des signaux d'alerte par son comportement en classe, parce que d'après ce que j'ai compris, elle bougeait beaucoup. Des difficultés de concentration, effectivement, ça avait donné lieu souvent, voilà, à des rendez-vous avec l'enseignante voilà, donc c'était peut-être des manifestations aussi d'un certain mal-être hein, chez cet enfant. Euh, voilà ce que je peux suggérer. Il y avait également un autre commentaire qui disait que les enfants aidants souvent ne veulent pas charger ou qui ont une personne malade ou handicapée au sein de la fratrie ne veulent pas charger hein, les parents d'autres contraintes et qu'ils ont également des sentiments contradictoires, que ce soit envers les parents ou envers la personne de la fratrie, enfin, le membre de la fratrie qui présente une différence ou une maladie. Voilà, donc il voulait savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'aide discrète. Alors, c'est une aide, pour l'instant, qui n'a pas été bien étudiée, mais ma collègue Géraldine Dorard, elle voudrait vraiment creuser
Voilà, vraiment essayer de mieux la caractériser, cette aide, comment elle se manifeste, comment elle est perçue par chacun. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un appel pour elle s'il y en a qui veulent participer à un entretien de recherche pour voir comment vous percevez cette aide pour contribuer. Vous pouvez, mais c'est sûr que, enfin, en tout cas, dans les entretiens, dans le discours des jeunes aidants, il peut y avoir vraiment, d'une part, ce discours qui ne veulent pas déranger, qui ne veulent pas voilà, créer de problèmes parce qu'il y a déjà suffisamment de problèmes à gérer à la maison. Ils veulent pas être un fardeau en plus. Et en même temps, en effet, des sentiments, voilà, un peu d'ambivalence. D'un côté, qu'ils ont aussi quelque part envie d'avoir une place euh, quand, par exemple, c'est le frère ou la sœur qui prend beaucoup de place parce qu'il y a des problèmes de santé qui sont importants. J'ajouterais bien que dans ces cas-là, il y a effectivement, alors comme vous dites, beaucoup d'ambivalence et que beaucoup de colère qui ne peut pas s'exprimer et de la culpabilité aussi, hein, qui complique la situation. Et déjà, quand les enfants ou les adolescents peuvent exprimer cette colère, on a déjà gagné quelque chose, on a déjà avancé. Il y a aussi une suggestion de faire reconnaître la fonction de jeunes aidants dans Parcoursup, puisque on voit que cette aide prend souvent du temps et au détriment peut-être d'un certain investissement dans la scolarité, et que pour ces jeunes, ça peut être voilà la double peine en fait, hein. Oui, oui. Alors, euh, au Royaume-Uni, il y a des places qui existent pour les jeunes aidants, où ils peuvent, pour optimiser les chances qu'ils arrivent à accéder au parcours qui les intéresse le plus. Donc, on n'en est pas là en France. Après, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche essaie vraiment de se mobiliser là sur la question des étudiants aidants. Par exemple, ils ont droit, alors bon, il faut passer par Parcoursup, mais une fois qu'ils ont passé Parcoursup, ils peuvent demander un aménagement de leurs études. Voilà, par exemple, pouvoir faire leur emploi du temps de manière prioritaire. Voilà, ils peuvent voilà, demander certaines adaptations. Il y a aussi une bourse maintenant à laquelle ils peuvent accéder. Voilà, alors nous, dans notre université, on est un peu plus mobilisés sur cette question. On est peut-être plus avancé que dans d'autres universités où ça commence à émerger. Mais voilà, cette question est en train de doucement prendre place dans l'enseignement supérieur. Donc vous êtes remercié pour votre réponse complète. Il y avait aussi, est-ce que pour les parents qui ne sont pas francophones, le fait de devoir être présent aussi à plusieurs rendez-vous pour effectuer des traductions peut être considéré comme une fonction d'aide, voilà. Alors nous, on différencie vraiment des situations où le parent ne parle pas bien français, où il va être aidé par son enfant, voilà, par la barrière de la langue. On va dire indépendamment d'un problème de santé, d'accord? Parce qu'en effet, il y a des jeunes qui aident dans ce cadre-là. Nous, dans la jeune aidance, on va vraiment considérer qu'il y a un problème de santé. Et en effet, après, il y a des jeunes qui vont avoir un parent avec un problème de santé et en plus la barrière de la langue. Donc, ils vont faire la traduction en consultation pour parler avec le médecin, etc. Et ça arrive même enfin, assez régulièrement. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas la maladie, nous, on ne va pas les considérer comme des jeunes aidants, même s'ils apportent une aide. Voilà, c'est pas notre voie d'entrée, on va dire. Je vais en direct, hein. Nous observons pour un certain nombre d'enfants d'école élémentaire qu'il est aussi difficile d'évoquer la situation, car l'école est aussi l'endroit où ils vivent leur vie sans cette charge. C'est-à-dire que, oui, ce qu'on retrouve, voilà. Même si elle les impacte, il est délicat dans ce cas-là, en tant que psychologue dans les écoles, de bousculer leur système défensif. Quelles sont vos remarques à ce sujet?
Bah oui, oui, et il y a des enfants pour qui c'est très très important de préserver l'espace école. Même pour les étudiants, ils nous le disent aussi, voilà, ils veulent faire leur vie personnelle, leur vie scolaire. Moi, je pense qu'il faut vraiment respecter ça, surtout si l'enfant n'a pas de difficultés scolaires, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison, du coup, voilà. Après, s'il est vraiment en difficulté sur le plan scolaire, que ce soit dans, on va dire, sa réussite académique, ou parce qu'il y a des problèmes d'harcèlement, je pense qu'il faut essayer de faire quelque chose et que là, le psychologue de l'éducation nationale a vraiment un rôle important à jouer. Après, c'est qu'est-ce qu'il ne souhaite pas qu'il soit su à l'école? Est-ce que c'est ses camarades? Est-ce que c'est le fait que ce soit les enseignants qui soient... Enfin, voilà. Après, je pense qu'il faut aller un peu creuser les situations. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de difficultés, euh, même de santé mentale, évidemment. Enfin, voilà, je pense qu'il faut les laisser préserver cet espace qui est une ressource vraiment, hein. Pour certains, ils le décrivent vraiment comme un moment où ils peuvent vivre leur vie d'enfant, quoi. Et en même temps, c'est une ligne très difficile dans la pratique professionnelle à trouver, dans le sens où on entendait bien aussi que euh, faire silence et faire la séparation pouvait aussi quelquefois masquer d'autres difficultés bien plus profondes et qu'il faut à la fois le respecter tout en restant dans l'équipe, dans l'écoute et pouvoir être tremplin à un moment donné pour quand la personne sera prête. C'est un équilibre très complexe à trouver. Être dans le respect et rester à l'écoute. Mm. Encore une Mais question. Avez-vous des données portant sur la construction de l'identité de ces jeunes aidants et en rapport avec les différences avec les jeunes qui ne sont pas aidants? Est-ce qu'il y a des études sur ça? alors, pas encore. C'est pareil, ça fait partie des projets. Il y a notamment une collègue à Aix-Marseille qui travaille vraiment sur la construction de l'identité, qui a un projet là-dessus pour voir voilà, comment ces jeunes construisent leur identité, comment ils se différencient des autres jeunes. Après, c'est vrai que voilà, nous on a pu avoir des échanges et notamment des différences entre les jeunes qui ont toujours connu leurs proches malades et ou en situation de handicap, et puis les jeunes où tout d'un coup ça va faire irruption dans leur vie, parce que c'est vrai que souvent ceux qui ont toujours connu les situations, finalement ça fait partie de leur vie. Voilà, pour eux c'est normal cette situation, donc déjà ils ont du mal à identifier l'aide, alors que quand la maladie vient tout d'un coup leur vie elle change. Donc ils arrivent mieux à identifier quand qui sont jeunes aidants. Donc probablement il y a quelque chose vraiment qui se construit autour de ça, mais voilà, je peux pas vous en dire plus à ce stade du point de vue de la recherche. Alors après, peut-être que dans votre pratique, vous avez pu identifier des choses. Vous avez cité une référence anglo-saxonne. Pouvez-vous préciser le nom de cette référence, s'il vous plaît? Voilà. Alors j'ai cité les travaux de Saul Baker, le professeur Saul Baker, qui est donc le spécialiste au Royaume-Uni de la question des jeunes aidants. Voilà. Euh, Face à Ah une oui, situation. oui, pardon, je peux le mettre dans le chat. Ouais. D'accord, si vous pouvez, merci. Face à une situation d'aidance chez un petit, je propose un entretien avec l'enfant et ensuite je lui demande de signaler à son enseignante s'il a besoin de me voir. Ainsi, je montre au départ ma compréhension, ma compassion, mais je le laisse être dans la demande de oui ou non de mon intervention. Voilà, ça c'était une remarque. Merci beaucoup. Auriez-vous le nom de la collègue d'Aix pour consulter les travaux qu'elle a déjà réalisés et par rapport à l'identité des jeunes aidants? Si vous Alors, elle n'a pouvez pas mettre- réalisé de travaux, hein, Voilà, mais je mais vous mets son nom. les travaux vont être en cours, voilà. Elle s'appelle Basile Chevrier. En fait, elle travaille avec nous et je vais vous mettre le lien vers notre site. Et sur notre site, voilà, vous trouverez tous les travaux qui sont rassemblés qu'on a fait avec elle. Parfait, Comme ça merci. sera plus simple. Alors, je vois que l'heure tourne. Oui. On est presque au bout du webinaire. Et je voulais répondre aussi à l'appel lancé par Aurélie Unitas sur le prolongement de la recherche avec des enfants d'âge primaire, de
grande section, 5 ans peut-être, je ne sais pas. Au niveau Île-de-France et un autre département, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer. Je vous propose de nous faire un petit courriel que nous diffuserons à ce moment-là dans les deux départements via nos délégués départementaux associatifs qui pourront, s'ils sont intéressés, éventuellement participer à au prolongement de cette recherche. Voilà. Avec plaisir. Bien. Nicolas, c'est vous qui... Vous avez Alors, donné le top départ, vous donnez le top final ou il n'y a pas d'autres questions? je ne sais pas si les collègues ont eu le temps de jeter un œil sur tous les commentaires de chat. Il y a quand même énormément de remerciements. Oui. Donc, je tenais également à les transmettre aussi à Je Aurélie. pense que Nicolas les voyait, donc je pensais qu'il allait terminer sur cette note-là, mais peut-être Voilà. que... Bon. Et moi, je laisserai la parole à Richard qui souhaitera peut-être clore ce webinaire en représentant du président, puisqu'il a fini par réussir, et en tant qu'ancien président aussi, parce que la connexion a finalement été possible. Voilà. Eh ben non, je laisse volontiers la Voilà. parole à Richard. Il y a des collègues du Rhône qui sont intéressés à participer et vous aider, Aurélie et toute l'équipe, si jamais des autres recherches se montent. Et ben non, Richard, je vous laisse le mot de la fin, sachant que, Alors, comme on l'indiquait au début, le webinaire a été enregistré, donc sera disponible sur YouTube d'ici une quinzaine de jours et qu'on pourra vous transmettre avec ce lien l'ensemble des ressources dont a parlé Aurélie, donc le site du dispositif GED, le guide qui a été développé à destination des professionnels de l'éducation nationale, notamment les informations concernant la recherche en cours. bien, eh ben, écoutez, bonsoir à tout le monde. J'ai été gêné pour pénétrer dans le système, sans doute par des nouvelles conditions de sécurité de Zoom. Mais bon, ben, ça s'est réglé. Bon, je voudrais, avant de conclure définitivement, quand même, il y a une petite question, moi, qui m'a titillé, dont j'ai pas eu la réponse. Mais peut-être qu'on va la poser comme ça très rapidement. Est-ce qu'il y a plus d'enfants aidants qui proposent leur aide aux parents ou c'est l'inverse? Est-ce que les parents demandent aux enfants d'être aidants? Et si oui, y a-t-il une différence avec l'âge? Donc là, je dois répondre à la question. C'était pas votre question de réflexion pour Non. conclure. Euh, alors en fait, nos travaux, ils montrent que c'est difficile pour les parents de se rendre compte de l'aide qu'ils demandent à leurs enfants. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que c'est difficile de prendre conscience. Parfois, c'est aussi compliqué parce que c'est culpabilisant en fait de demander de l'aide. Et dans le discours, alors quand je parle spécifiquement là des parents malades, par contre, on voit quand même que quand ils ont des difficultés en termes de qualité de vie et d'autonomie, qui commencent à vraiment être gênés, et donc à objectivement vraiment avoir besoin d'aide dans certaines tâches, là, c'est plus facile pour eux de se rendre compte de l'aide qu'ils demandent à leurs enfants et éventuellement identifier l'impact que ça peut avoir. Et dans leur discours, voilà, d'un côté, on voit qu'il y a une gêne à demander de l'aide et en même temps, aussi, ils peuvent vraiment décrire voilà, de la fierté d'avoir des enfants qui voilà, sont dans une attitude comme ça, d'être à l'écoute, d'être attentifs aux besoins de leurs parents. Et certains qui vont vraiment décrire aussi des relations avec leurs enfants, voilà, comment ça les a rapprochés, comment... Et puis bon, après, c'est pas toujours positif, mais voilà, par rapport aux parents, voilà ce que je peux répondre. Bien, eh bien, merci. Donc, en conclusion, donc, j'excuserai le président qui n'a pas pu être là, qui est retenu sur d'autres fonctions. Un grand merci à l'équipe, un grand merci aux intervenants, un grand merci aussi à ceux qui ont pu arriver à se connecter. Et apparemment, il y en avait quand même pas mal et tous sont satisfaits. Donc, c'est que quand même ça répond à un besoin.
Grand merci à tout le monde et j'espère retrouver autant de monde pour nos prochains webinaires. Bonsoir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir, merci.